En arrivant à l'hôtel, la fille du millionnaire s'est figée en voyant que la femme de ménage lui ressemblait trait pour trait et portait le même pendentif. Le même que son père lui avait offert il y a 28 ans. La Bentley gris métallisé glissa silencieusement dans l'allée pavée de l'hôtel Espoir Royal, ses pneus crissant à peine sur les pierres humides de cette matinée parisienne. Élise Moreau ajusta ses lunettes de soleil Chanel et inspira profondément, observant la façade majestueuse du dernier joyau de l'empire familial. À 27 ans, elle avait supervisé l'acquisition de dizaines d'établissements de luxe, mais celui-ci était différent. Papa avait insisté pour qu'elle s'occupe personnellement des rénovations. « Encore un caprice de Claude », murmura-t-elle en descendant de voiture, ses talons loup-boutins résonnant sur le pavé. Le portier s'empressa d'ouvrir les lourdes portes en acajou. L'intérieur la saisit immédiatement. Un hall somptueux aux colonnes de marbre blanc veinées d'or, un plafond peint à la main représentant des anges aux ailes déployées, et ces lustres en cristal de baccarat qui diffusaient une lumière dorée sur chaque surface. L'odeur du cuir fin et de la cire d'abeille flottait dans l'air, mélangée à un soupçon de jasmin. « Mademoiselle Moreau, quel plaisir de vous recevoir !» François Bertin, le directeur intérimaire, s'avança avec un sourire obséquieux. « Tout est prêt pour votre inspection, les architectes vous attendent dans le salon bleu. » Élise hocha la tête distraitement, son regard balayant déjà les détails qui nécessitèrent des améliorations. Les moulures du plafond étaient sublimes, mais l'éclairage devait être modernisé. Le mobilier d'époque était magnifique, certes, mais probablement pas assez confortable pour la clientèle contemporaine. « Parfait, François. Commençons par le rez-de-chaussée, puis nous monterons étage par étage. Je veux voir chaque recoin. » Tandis qu'il déambulait dans les salons, Élise prenait des notes mentales. Le parquet en marqueterie était un chef-d'œuvre qu'il fallait absolument préserver. En revanche, les salles de bain devaient être entièrement refaites, luxueuses, oui, mais avec des installations du siècle dernier. C'est au détour du grand escalier qu'elle la vit. Une jeune femme en uniforme de femme de chambre remontait lentement les marches. Un chariot de produits d'entretien la précédant. Élise s'immobilisa net, comme frappée par la foudre. Son carnet lui échappa des mains, tombant avec un bruit sourd sur le marbre. La ressemblance était impossible, absolument impossible. Même cheveux châtain clair aux reflets dorés, coiffés en chignon bas, même silhouette élancée, même port de tête. Mais surtout, quand la jeune femme leva les yeux vers elle, Élise eut l'impression de se regarder dans un miroir, ses yeux verts en amande, cette forme de visage, cette bouche, tout était identique, jusqu'au grain de beauté près de la tempe gauche. « Excusez-moi, mademoiselle », dit la femme de chambre en se baissant pour ramasser le carnet tombé. Sa voix même avait cette même tonalité grave et mélodieuse qu'Ise reconnaissait dans ses propres enregistrements, mais ce qui acheva de la stupéfier, ce fut l'éclat doré qui brillait au creux de sa gorge, un pendentif, un cœur en or serti d'un rubis, suspendu à une chaîne délicate, exactement identique à celui qu'elle portait elle-même sous son chemisier de soie. « Merci », balbutia Élise, reprenant son carnet d'une main tremblante. La jeune femme lui sourit poliment, ce sourire qu'Élise connaissait si bien pour l'avoir vu 1000 fois dans son propre reflet, puis reprit son ascension, poussant son chariot vers les étages supérieurs. « Mademoiselle Moreau, tout va bien ?» François l'observait avec inquiétude. « Vous êtes toute pâle. » Élise secoua la tête, tentant de retrouver ses esprits. « Cette employée, qui est-ce ? Camille Dubois, elle travaille ici depuis 3 ans, très consciencieuse. Pourquoi cette question ? Dubois, ce nom résonna étrangement dans sa tête, éveillant un écho lointain, comme un souvenir enfoui qui refusait de remonter à la surface. Pour rien, continuons la visite. Mais Élise n'arrivait plus à se concentrer sur les défauts de décoration ou les améliorations nécessaires. Son esprit tournait en boucle autour de cette rencontre troublante. Comment était-ce possible ? Comment cette Camille Dubois pouvait-elle lui ressembler à ce point ? Et ce pendentif ? Papa le lui avait offert pour son premier anniversaire, affirmant qu'il était unique. Créé spécialement pour elle par un joaillier de la place Vendôme, le reste de la matinée passa dans un brouillard. Elle acquiesçait aux propositions des architectes, approuvait distraitement les devis, mais son attention était ailleurs. À chaque corridor qu'ils empruntaient, elle espérait secrètement apercevoir à nouveau cette mystérieuse sosie. « Le déjeuner est servi dans le petit salon, mademoiselle », annonça François vers midi. « Le chef a préparé un menu dégustation pour vous donner un aperçu de nos spécialités. »
Élise picora à peine dans son assiette de Saint-Jacques aux truffes. Le foie gras était divin, le champagne parfait, mais elle n'avait pas faim. Une seule pensée l'obsédait, revoir Camille Dubois. François, cet employé dont nous parlions tout à l'heure, elle a des horaires particuliers. Le directeur consulta sa montre. Camille. Elle termine généralement vers 15h. Elle a une petite fille à aller chercher à l'école. Une situation difficile. Elle élève seule son enfant. Une mère célibataire. Élise ressentit un pincement au cœur en imaginant cette femme qui lui ressemblait tant, luttant quotidiennement pour subvenir aux besoins de sa fille, tandis qu'elle-même évoluait dans le luxe le plus absolu, sans jamais manquer de rien. L'après-midi s'étira interminablement. Élise fit semblant d'examiner les cuisines, les caves, les appartements de fonction, mais en réalité, elle guettait, vers 14h30, elle la vit enfin redescendre l'escalier de service, vêtue d'un jean délavé et d'un pull en laine beige, son sac à main en bandoulière, le pendentif brillait toujours contre son cou. Élise la suivit discrètement jusqu'à la sortie du personnel. Camille récupéra un vélo attaché à la grille et s'éloigna dans la rue, pédalant d'un rythme régulier vers ce qui devait être l'école de sa fille. Restée seule sur le trottoir, Élise sentit un frisson la parcourir. Ce n'était pas le froid automnal qui la faisait trembler, mais une intuition troublante, presque effrayante. Cette ressemblance n'était pas un hasard, ce pendentif identique non plus. Elle sortit son téléphone et composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. « Maître Durand, c'est Élise Moreau. J'ai besoin de vos services. » « Non, pas pour l'entreprise. C'est personnel, très personnel. » Un silence à l'autre bout du fil. « Je veux que vous fassiez appel au meilleur investigateur privé de Paris. Discrétion absolue. Je veux tout savoir sur une certaine Camille Dubois. Employée à l'hôtel Espoir Royal. Tout. Sa famille, son passé, son enfant. Combien cela coûtera-t-il ? Mademoiselle Moreau, puis-je vous demander ? Non, vous ne pouvez pas. Contentez-vous de faire ce que je vous demande et mettre pas un mot à papa. À personne de la famille. » Elle raccrocha et remonta dans sa Bentley, le cœur battant. Demain, elle reviendrait. Il fallait qu'elle comprenne. Cette femme qui lui ressemblait comme une sœur jumelle, ce pendentif impossible, ce nom de Dubois qui éveillait des échos mystérieux. Tandis que la voiture s'engageait dans la circulation parisienne, Élise porta machinalement la main à son propre pendentif, caressant le rubis tiède contre sa peau. Pour la première fois de sa vie privilégiée, elle pressentait que sa vérité n'était peut-être qu'un mensonge soigneusement orchestré, et cette découverte allait changer sa vie à jamais. Le bureau de Maître Durand sentait le cuir patiné et l'encaustique. Élise tambourinait nerveusement sur l'accoudoir du fauteuil Chesterfield, observant l'avocat de la famille feuilleter son carnet d'adresses. Dehors, la pluie parisienne griffait les vitres de son cabinet du 8e arrondissement. « Philippe Girard », annonça-t-il finalement. Le meilleur dans sa partie, ancien commissaire, reconverti dans le privé il y a 10 ans, discret comme une tombe et efficace comme un bistouri. Élise hocha la tête. « Parfait. Organisez un rendez-vous pour aujourd'hui. » 2 heures plus tard, dans un café discret près de la gare Saint-Lazare, elle observait l'homme qui allait peut-être bouleverser sa vie. Philippe Girard avait la cinquantaine, des cheveux gris acier, et ses yeux perçants qui semblaient les voir à travers les mensonges. Il sirota son expresso en l'écoutant exposer sa requête. Camille Dubois, 27 ans, employée à l'hôtel Espoir Royal, récapitula-t-il en prenant des notes. Vous voulez tout savoir sur elle, sa famille, son passé, les circonstances de sa naissance, surtout sa naissance, insista Élise. Et sa mère, je veux connaître l'identité de sa mère. Girard la scruta avec attention. Mademoiselle Moreau, puis-je me permettre de vous demander pourquoi cette enquête vous tient tant à cœur ? Élise hésita, puis sortit son téléphone. Elle avait discrètement photographié Camille la veille. Profitant d'un moment où celle-ci nettoyait les vitres du hall, elle fit glisser l'écran vers Girard. L'investigateur écarquilla les yeux. Bon sang, la ressemblance est troublante. N'est-ce pas ? Et ce n'est pas tout. Élise défit le premier bouton de son chemisier, révélant le pendentif en or et rubis. Elle porte exactement le même, identique au moindre détail. Philippe Girard resta silencieux un long moment, ses méninges de flic d'expérience tournant à plein régime. « Combien de temps me donnez-vous ? 1 semaine,
2 maximum, et l'argent n'est pas un problème. Pendant que l'enquête démarrait, à quelques kilomètres de là, dans un modeste appartement de Belleville, Camille Dubois aidait sa fille Chloé à faire ses devoirs de mathématiques. L'enfant de 8 ans fronçait ses sourcils en se concentrant sur une division récalcitrante. « Maman, pourquoi tu travailles dans un hôtel si chic alors que nous, on vit ici ?» demanda soudain Chloé, levant ses grands yeux noisettes vers sa mère. Camille caressa tendrement les boucles brunes de sa fille. « Parce que c'est un bon travail, ma puce. Et puis, tu sais ce qu'on dit, peu importe où on habite, l'important c'est d'être ensemble. Grand-mère Madeleine, elle disait ça aussi. » Le cœur de Camille se serra. Sa mère était décédée 2 ans plus tôt d'un cancer, emportant avec elle tant de secrets qu'elle n'avait jamais voulu partager. « Oui, ma chérie, grand-maman disait toujours que l'amour était plus précieux que tous les châteaux du monde. » Chloé retourna à ses devoirs, mais Camille resta pensive. Depuis la mort de Madeleine, elle avait trouvé dans ses affaires des documents étranges, de vieilles lettres jamais envoyées, des coupures de presse sur la famille Moreau soigneusement découpées et conservées, et surtout, cette photo jaunie d'un homme élégant qu'elle ne connaissait pas, quand elle avait questionné sa grand-tante Simone, la seule famille qui lui restait. Celle-ci s'était montrée évasive. Ta mère avait ses secrets, petite, respecte sa mémoire, et ne va pas réveiller le passé, 28 ans plus tôt. Claude Moreau, alors âgé de 35 ans, arpentait les couloirs de la demeure familiale à Neuilly. Sa femme Isabelle, enceinte de leur premier enfant, se reposaient dans leurs appartements privés, suivant scrupuleusement les recommandations du gynécologue. Le bébé était attendu pour la fin du mois. Ce matin-là, il croisa Madeleine Dubois dans le grand escalier. La jeune femme de 22 ans, engagée depuis 6 mois comme femme de chambre, descendait avec une pile de linge frais. Ses joues rosissaient chaque fois qu'elle le croisait, et Claude ne pouvait ignorer la grâce naturelle qui émanait d'elle. « Madeleine !» l'interpella-t-il doucement. Elle s'arrêta, baissant timidement les yeux. « Monsieur Moreau, Madame Moreau vous trouve-t-elle satisfaisante dans votre travail ? J'espère bien. »« Monsieur, je fais de mon mieux pour... » Claude s'approcha, troublé par l'innocence qui se dégageait de cette jeune femme aux yeux clairs. « Et vous, Madeleine, êtes-vous heureuse ici ?» Ce qui commença par des regards volés se transforma progressivement en conversation furtive, puis en rendez-vous secret dans la bibliothèque après le coucher d'Isabelle. Claude se mentait à lui-même, se persuadant qu'il s'agissait seulement d'amitié, d'un réconfort face aux sautes d'humeur de sa femme enceinte, mais quand Madeleine lui avoua ses sentiments par une soirée de printemps, quand elle posa sa main tremblante sur la sienne, Claude sombra. L'attirance était devenue passion, la passion obsession. Leurs étreintes clandestines durèrent 3 mois. 3 mois de mensonges, de culpabilité et d'ivresse, jusqu'à ce matin de juillet où Madeleine, en larmes, lui annonça qu'elle attendait un enfant. « C'est impossible !» avait murmuré Claude, livide. « Je n'ai été qu'avec vous, monsieur. Personne d'autre. Jamais. » Le monde de Claude s'effondra. Isabelle accoucherait dans 6 semaines. Si le scandale éclatait, c'en serait fini de son mariage, de sa réputation, de l'empire familial. Les Fontaine ne toléreraient jamais qu'on humilie leur fille. De retour au présent, Philippe Girard rappela Élise au bout de 4 jours. Sa voix était grave, presque troublée. « J'ai des éléments. Pouvons-nous nous voir ? Pas au téléphone ?» Ils se retrouvèrent cette fois dans les jardins du Luxembourg, sur un banc isolé près du bassin octogonal. Girard sortit une chemise cartonnée de sa mallette. Camille Dubois est née le 15 septembre 1997 à la clinique Sainte-Marie de Neuilly. Mère, Madeleine Dubois, employée de maison. Père, inconnu sur l'acte de naissance. Élise sentit sa gorge se serrer. « Et moi, vous êtes nés le même jour, à la même clinique, officiellement à 14h20, Camille à 14h45. 25 minutes d'écart. C'est là que ça devient intéressant. » Girard tourna la page. « J'ai retrouvé le docteur Lemoine, qui officie toujours. Il a maintenant 70 ans et une mémoire, défaillante concernant cette journée précise, mais j'ai réussi à obtenir une confidence troublante de son ancienne infirmière. » Élise retint son souffle. Selon elle, il y a eu cette nuit-là un accouchement particulièrement difficile. Des jumeaux, mais officiellement, un seul bébé a survécu. L'autre aurait été mort-né. Des jumeaux. Le monde vacilla autour d'Élise. « Mademoiselle Moreau, je dois vous poser une question délicate. Votre père a-t-il jamais évoqué la possibilité que vous ayez eu une sœur jumelle ?
Élise secoua la tête, incapable de prononcer un mot. Les pièces du puzzle se mettaient en place avec une précision terrifiante. Les dates de naissance, la ressemblance physique, les pendentifs identiques. Il y a autre chose, continua Girard en sortant une photo jaunie. Madeleine Dubois a travaillé chez vos parents entre 1996 et 1997. Elle a été renvoyée brutalement en octobre 1997, soit 1 mois après votre naissance, sur la photo. Élise reconnut immédiatement les traits fins de Camille dans le visage de cette jeune femme souriante, debout devant la demeure familiale de Neuilly. « Que s'est-il passé cette nuit-là » murmura-t-elle. « C'est exactement ce que nous allons découvrir, » répondit Girard. « Mais j'ai peur que la vérité ne soit plus cruelle que vous ne l'imaginez. » Le vent automnal fit tourbillonner les feuilles mortes autour du banc. Élise ferma les yeux, pressentant que sa vie de privilège était sur le point de voler en éclats. Révélant une réalité infiniment plus sombre, le dossier que Philippe Girard déposa sur la table basse du salon privé d'Élise pesait lourd, bien plus lourd que ces quelques centaines de grammes de papier. Il contenait 28 années de mensonges sur le point d'exploser. « Asseyez-vous », conseilla l'investigateur en observant le teint livide de sa cliente. « Ce que je vais vous révéler va ébranler tout ce que vous croyez savoir sur votre famille. » Élise s'effondra dans son fauteuil Louis SS, ses mains tremblant légèrement. Dehors, la pluie battait les vitres de l'appartement familial de l'avenue Foch avec une violence qui semblait annoncer la tempête à venir. « J'ai retrouvé l'infirmière du docteur Lemoine », commença Girard en ouvrant le dossier. « Sylvie Moreau. Aucun lien de parenté avec vous. Elle a aujourd'hui 75 ans et vit dans une maison de retraite à Versailles. Sa mémoire est encore parfaitement claire. » Il sortit une feuille dactylographiée. « Voici sa déposition. Prise hier, le 15 septembre 1997, vers 2 heures du matin. Madeleine Dubois est arrivée à la clinique en urgence. Travail prématuré, complications. Votre père l'accompagnait. Papa, Élise blanchit davantage. Elle portait des jumeaux, des filles. L'accouchement a été long et difficile. Les 2 bébés sont nés vivants et en bonne santé. La première à 14h20, la seconde à 14h45. Girard marqua une pause, laissant l'information pénétrer. Mais vers 16h, votre père a eu un entretien privé avec le docteur Lemoine. Une discussion qui a duré 1 heure. Sylvie se souvient parfaitement de ce qui s'est passé ensuite. Il tourna la page. À 17h30, le médecin est ressorti du bureau. Il a déclaré officiellement qu'un des bébés était décédé, mort-né. Selon le certificat qu'il a établi, la première jumelle, vous, devait être adoptée immédiatement par la famille Moreau. La seconde resterait avec sa mère biologique. C'est impossible, murmura Élise, la voix brisée. Papa n'aurait jamais... Il y a plus... Girard sortit une photocopie d'un chèque. J'ai eu accès aux archives bancaires de la clinique. Le 16 septembre 1997, le docteur Lemoine a encaissé un chèque de 2 millions de francs, signé Claude Moreau, motif, honoraires exceptionnels. La réalité frappa Élise comme un coup de massue. Son père avait acheté le silence du médecin. Il avait séparé 2 sœurs jumelles, condamnant l'une à la richesse et l'autre à la pauvreté, le tout pour préserver son mariage et sa réputation. Madeleine a quitté la clinique le surlendemain avec Camille, continua Girard impitoyablement. Elle avait reçu une somme d'argent, 50 000 francs, et l'ordre formel de disparaître, de ne jamais tenter de contacter la famille Moreau, de ne jamais révéler la vérité. Élise porta une main à son cou, touchant machinalement le pendentif qui avait orné sa gorge depuis l'enfance. Et les bijoux, votre père avait fait fabriquer 2 pendentifs identiques par quartier, sa façon tordue de égaliser le destin de ses filles. Madeleine a reçu le sien en même temps que l'argent du silence. Le salon luxueux sembla se rétrécir autour d'Élise. Chaque objet précieux, chaque œuvre d'art, chaque symbole de sa vie privilégiée lui apparaissait soudain comme le fruit d'une injustice fondamentale. Pendant qu'elle grandissait dans l'opulence, sa sœur jumelle, sa vraie sœur, luttait pour survivre. « Où est Madeleine maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix blanche. Décédée il y a 2 ans, cancer du poumon, elle n'a jamais révélé la vérité à sa fille. Camille ignore encore qu'elle a une sœur jumelle. Girard referma le dossier. « Mademoiselle Moreau, que comptez-vous faire de ces informations ?» Élise ne répondit pas immédiatement. Son esprit tournait à toute vitesse, assimilant l'ampleur de la trahison paternelle. Combien de fois Claude l'avait-il serré dans ses bras, en sachant qu'il avait abandonné son autre fille? Combien de « je t'aime » avaient franchi ses lèvres,
alors qu'il privait Camille de ce même amour paternel. « Je veux confronter mon père », finit-elle par articuler. Ce soir, la demeure familiale de Neuilly baignait dans la lumière dorée du couchant, quand Élise poussa la grille en fer forgé. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il n'explose. Dans son sac, le dossier de Girard pesait comme une bombe à retardement. « Bonsoir, mademoiselle Élise », la salua Germaine, la gouvernante. « Monsieur votre père vous attend dans son bureau. » Il semblait vous attendre. Claude Moreau leva les yeux de ses documents quand sa fille entra. À 63 ans, il conservait cette prestance qui avait fait sa réputation dans le monde des affaires. Cheveux argentés soigneusement coiffés, costume 3 pièces impeccable, regard perçant. Mais Élise crut déceler une tension inhabituelle dans son expression. « Ma chérie, quelle bonne surprise. Comment s'est passée ta journée ? » « Instructive, papa. Très instructive. » Elle posa le dossier sur le bureau d'acajou et s'assit face à lui. « J'ai quelque chose à te montrer. » Claude fronça les sourcils en voyant la chemise cartonnée. « Qu'est-ce que c'est ? Ouvre-le. » Les mains de son père tremblèrent imperceptiblement en découvrant la première page. Sa respiration se fit plus courte. Ses joues se vidèrent de leur couleur quand il arriva à la photocopie du chèque de 2 millions de francs. Ses épaules s'affaissèrent. « Élise, ma chérie, je peux t'expliquer. » « M'expliquer quoi ? » La voix d'Élise était glaciale. « Comment tu as séparé tes propres filles jumelles ? Comment tu as condamné ma sœur à la pauvreté pendant que je grandissais dans le luxe ? Comment tu m'as menti pendant 27 ans ?» Claude se leva péniblement, comme si le poids de ses secrets l'écrasait soudain. Il contourna le bureau et s'approcha de sa fille, les yeux brillants de larmes. « Tu ne comprends pas la situation dans laquelle je me trouvais, Isabelle. Notre mariage, l'entreprise, tout était en jeu. Tout était en jeu. » Élise bondit de sa chaise. « Et Camille et Madeleine, leur vie ne comptait pas. » « Si, bien sûr que si. » Claude s'effondra dans un fauteuil, soudain vieilli de 10 ans. « Tu crois que j'ai pris cette décision à la légère ? Chaque jour depuis 28 ans, je pense à elle, à Camille. Je me demande comment elle va, si elle est heureuse. Elle élève seule sa fille de 8 ans. Elle nettoie les chambres d'hôtel pour gagner sa vie. Voilà comment elle va. » Les mots d'Élise claquèrent comme des gifles. Claude enfouit son visage dans ses mains, ses épaules secouées de sanglots silencieux. « J'étais jeune, terrifiée. Isabelle ne pouvait pas avoir d'enfant. Nous venions de l'apprendre. Et soudain, Madeleine m'annonçait qu'elle attendait mes enfants, des jumeaux. » Il releva la tête, le visage ravagé. « J'ai paniqué. Si Isabelle l'avait découvert, elle m'aurait quitté. Sa famille nous aurait détruits. L'entreprise, notre réputation, tout aurait volé en éclats. »« Alors tu as choisi ?» dit Élise avec amertume. « Tu as gardé l'une et abandonné l'autre, comme si nous étions des marchandises. » « Non, ce n'était pas comme ça. J'ai pensé que c'était la meilleure solution pour tout le monde. Madeleine aurait son enfant, Isabelle le sien. Et vous deux, vous auriez chacune une chance de bonheur. Quelle chance !» Élise était livide de rage. Camille a grandi sans père. Madeleine est morte dans la misère. Et moi, j'ai vécu dans le mensonge. Claude se leva en titubant, tendant une main suppliante vers sa fille. « Élise, ma chérie, tu dois me pardonner, je t'en prie. J'ai fait ce que je pensais être le mieux. » « Le mieux pour qui ? Pour toi. » La violence du cri d'Élise résonna dans tout le bureau. Claude recula. Chancelant, une main pressée contre sa poitrine, son visage devint gris, sa respiration saccadée. « Papa !» Claude Moreau s'effondra sur le tapis perçant, foudroyé par un accident vasculaire cérébral. Ses yeux révulsés fixaient le plafond, sa bouche s'ouvrait et se fermait sans émettre aucun son. « Papa ! Papa !» Élise se précipita vers lui, composant frénétiquement le 15 sur son téléphone. « Venez vite, mon père. Il a fait un malaise. » Tandis que les sirènes des pompiers déchiraient la nuit parisienne, Élise tenait la main inerte de son père. Comprenant avec horreur que la vérité qu'elle avait tant cherchée venait peut-être de la priver à jamais de ses réponses, et quelque part dans Paris, Camille Dubois bordait sa fille en ignorant encore que sa vie allait bientôt basculer elle aussi, l'hôpital américain de Neuilly sentait le désinfectant et l'angoisse. Élise arpentait le couloir des soins intensifs depuis 4 heures, ses talons résonnant sur le linoléum blanc, dans un rythme hypnotique qui trahissait sa nervosité, à travers la vitre de la chambre 304. Elle observait son père inconscient,
relié à une batterie de machines qui bipaient régulièrement. Le docteur Lemercier, chef du service neurologie, venait de sortir après un nouvel examen. Son expression grave n'augurerait rien de bon. « Mademoiselle Moreau, asseyez-vous s'il vous plaît. » Élise obéit, ses jambes tremblant sous l'effet du stress et de l'épuisement. Elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit, obsédée par les derniers mots de son père avant qu'il ne s'effondre. « L'AVC est sévère », annonça le médecin sans détour. « L'hémorragie a touché l'hémisphère gauche. Votre père est stable, mais les prochaines 48 heures seront cruciales. Va-t-il récupérer ? Il est trop tôt pour le dire. S'il se réveille, il y aura probablement des séquelles. Troubles de la parole, paralysie partielle. Il faut vous préparer au pire, tout en gardant espoir. » Élise hocha la tête mécaniquement. Dans sa tête, une seule pensée tournait en boucle. C'était sa faute, ses révélations, sa colère. Ses accusations avaient provoqué cette attaque. Elle avait voulu la vérité, et cette vérité était en train de tuer son père. Puis-je le voir ? Bien sûr. Parlez-lui. Les patients dans le coma entendent parfois ce qu'on leur dit. Élise s'approcha du lit d'hôpital. Claude Moreau, si imposant dans son bureau de Neuilly, paraissait soudain fragile et vulnérable. Ses cheveux argentés étaient ébouriffés, son teint cireux, sa respiration assistée par un masque à oxygène. « Papa » murmura-t-elle en prenant sa main. « Papa, je suis désolée, je n'aurais pas dû... Pas comme ça. » Seul le bip régulier du moniteur cardiaque lui répondit. « Si tu peux m'entendre, je veux que tu saches que je t'aime malgré tout, malgré ce que tu as fait, mais il faut que tu te réveilles, il faut que tu m'expliques, il faut que tu m'aides à réparer ça. » La main de Claude resta inerte entre les siennes. « Élise, mon Dieu, que s'est-il passé ?» La voix d'Isabelle Fontaine-Moreau résonna dans le couloir. Élise se retourna, découvrant sa mère adoptive qui se dirigeait vers elle d'un pas pressé. Même à 7 heures du matin, Isabelle était impeccablement vêtue. Tailleur Chanel bleu marine, sac Hermès assorti, maquillage parfait, seule l'inquiétude dans ses yeux trahissait son trouble. « Maman ?» Élise se jeta dans ses bras, retrouvant momentanément le réconfort de l'enfance. « Papa a fait un AVC hier soir. C'est grave. » Isabelle la serra contre elle, mais Élise perçut une certaine raideur dans cette étreinte. « Raconte-moi tout, que faisais-tu chez lui si tard ?» Nous discutions, de l'hôtel, des rénovations. Le mensonge franchit ses lèvres avec une facilité qui l'effraya. Comment pouvait-elle révéler la vérité à Isabelle ? Comment lui annoncer que son mari l'avait trompée, qu'il avait eu 2 enfants avec une domestique ? Il s'est énervé. Isabelle scrutait le visage de sa fille adoptive. « Tu sais comme il peut être colérique quand les choses ne vont pas comme il veut. » « Non, pas vraiment. C'est arrivé d'un coup. Il s'est effondré. » Isabelle acquiesça. Mais Élise crut déceler une lueur étrange dans son regard, comme si elle cachait quelque chose elle aussi. « Puis-je le voir ?» Elles entrèrent ensemble dans la chambre. Isabelle s'approcha du lit, observa un moment son mari inconscient, puis posa délicatement sa main sur le front de Claude. « Mon pauvre chéri, » murmura-t-elle, « qu'est-ce qui t'arrive ?» Mais ces paroles sonnaient faux aux oreilles d'Élise. Il y avait dans la voix d'Isabelle une froideur calculée. Comme si elle jouait un rôle, la jeune femme l'observa plus attentivement. Ses yeux secs, sa posture rigide, l'absence totale d'émotion véritable. « Maman, est-ce que tu savais ?» « Savais quoi, ma chérie ? Pour papa, s'il y avait des choses dans sa vie dont tu n'étais pas au courant. » Le silence qui suivit dura une éternité. Isabelle se retourna lentement vers Élise, et son masque de perfection glissa imperceptiblement. « Élise, il y a des questions qu'il vaut mieux ne pas poser. Ton père et moi avons construit notre mariage sur certains arrangements, nous nous sommes toujours respectés mutuellement. Des arrangements, nous nous sommes mariés par intérêt, ma chérie. Lui avait besoin du réseau et de la fortune des Fontaines. Moi, je voulais un mari respectable et des enfants. Quand nous avons découvert que je ne pouvais pas concevoir, elle haussa les épaules. Nous avons trouvé d'autres solutions. La révélation frappa Élise comme une gifle. Tu sais pour l'adoption. Bien sûr que je sais. C'est moi qui ai insisté pour que nous adoptions. Claude était réticente au début. Mais les papiers officiels, ils disent que tu es ma mère biologique.
Isabelle eut un sourire amer. L'argent peut acheter bien des choses, y compris de faux certificats de naissance. Nous voulions que tu grandisses en croyant être vraiment notre fille. Élise sentit le sol se dérober sous ses pieds. Toute sa vie n'était qu'un tissu de mensonges. Et tu ne t'es jamais demandé d'où je venais, qui étaient mes vrais parents. Claude m'a dit que tu étais la fille d'une de nos employées. Une jeune femme qui ne pouvait pas t'élever. J'ai préféré ne pas en savoir davantage. Et ça ne t'a jamais dérangé ? Isabelle se rapprocha, posant ses mains manucurées sur les épaules d'Élise. Ma chérie, tu as été la plus belle chose qui me soit arrivée. Peu m'importait d'où tu venais. Tu étais ma fille, celle que je n'avais jamais pu avoir. Malgré tout, Élise sentit une chaleur sincère dans ses paroles. Quoi qu'il se soit passé, Isabelle l'avait aimée comme sa propre fille. Cet amour-là, au moins, était vrai. Il y a autre chose que tu dois savoir, continua Isabelle d'une voix plus basse. Ton père n'a pas été fidèle pendant notre mariage. Il y a eu des aventures, des liaisons. Je fermais les yeux tant qu'il restait discret. Tu fermais les yeux. C'était le prix à payer pour maintenir notre position sociale. Les Fontaine ne divorcent pas. Élise, nous endurons. Dans l'après-midi, alors qu'Isabelle était partie s'occuper des affaires urgentes de l'entreprise, Élise reçut un appel de Philippe Girard. « J'ai du nouveau concernant Camille Dubois. Pouvons-nous nous voir ?» Ils se retrouvèrent au café de l'hôpital. Girard avait l'air sombre, ses documents étalés sur la table comme les pièces d'un puzzle maudit. J'ai parlé avec des voisins de Madeleine Dubois, juste avant sa mort. Elle était devenue très agitée. Elle parlait de révéler un secret, de rétablir la justice. Elle avait même commencé à rédiger une lettre, adressée à votre père. Je l'ai retrouvée dans ses affaires, jamais envoyée. Elle voulait lui demander une pension pour Camille, une reconnaissance officielle. Girard sortit la lettre de son dossier. L'écriture tremblée trahissait la maladie de Madeleine, mais les mots étaient nets et clairs, accusateurs. « Monsieur Moreau, notre fille mérite de connaître la vérité. Elle mérite sa part d'héritage. Je n'ai plus longtemps à vivre, et je ne peux pas emporter ce secret dans ma tombe. Camille a le droit de savoir qui elle est vraiment. Elle n'a jamais envoyé cette lettre. Non, elle est morte 3 jours après l'avoir écrite. Mais Élise... » Girard la regarda gravement. « Si Camille découvre l'existence de cette lettre, si elle apprend qu'elle a une sœur jumelle, une fortune qui lui revient de droit, votre famille court un grand danger. Un danger. Pensez-y, Camille pourrait légalement revendiquer la moitié de l'héritage Moreau, et votre mère adoptive, elle ne laissera jamais cela arriver. » Élise frissonna en repensant au regard froid d'Isabelle ce matin, à sa façon calculée de parler de son mariage avec Claude. Jusqu'où cette femme serait-elle prête à aller pour protéger son mode de vie, sa fortune, son statut ? Que me conseillez-vous ? Trouver Camille avant qu'elle ne découvre la vérité par elle-même, contrôler la situation. Et surtout, il marqua une pause significative. Méfiez-vous d'Isabelle Fontaine. Cette femme a trop à perdre pour rester passive. En retournant vers la chambre de son père, Élise sentit le poids des secrets familiaux l'écraser. Claude inconscient, Isabelle calculatrice, Camille innocente de tout, et elle, au centre de cette toile d'araignée, devant choisir entre la loyauté envers sa famille adoptive et la justice pour sa sœur jumelle, le bip régulier du moniteur cardiaque semblait compter les secondes avant l'explosion inévitable. 3 jours après l'hospitalisation de Claude, Élise se tenait devant l'hôtel Espoir Royal, le cœur battant. Elle avait passé des heures à répéter ce qu'elle allait dire à Camille, mais maintenant que le moment était venu, tous ces mots préparés lui semblaient dérisoires. Comment annoncer à quelqu'un qu'elle a une sœur jumelle ? Comment révéler 27 années de mensonges ? Mademoiselle Moreau. François Bertin l'accueillit avec son habituel sourire obséquieux. Nous ne vous attendions pas aujourd'hui. Je souhaiterais parler avec Camille Dubois. C'est personnel ? Le directeur sembla surpris mais acquiesça. Elle finit son service dans 1 heure. Dois-je lui dire que vous l'attendez ? Non. Je préfère la voir directement. Dans quelle section travaille-t-elle aujourd'hui ? Au 3e étage. Les suites présidentielles. Élise monta l'escalier de marbre, chaque marche lui semblant plus lourde que la précédente. Au 3e étage, elle entendit le bruit familier d'un aspirateur et suivit le son jusqu'à la suite Napoléon III. Camille était agenouillée près de la fenêtre, nettoyant méticuleusement les moulures dorées. Ses cheveux étaient relevés en chignon
révélant la courbe gracieuse de sa nuque, et le pendentif de rubis brillait contre sa peau claire, vue de profil. La ressemblance avec Élise était encore plus saisissante. Camille. La jeune femme sursauta et se retourna, en voyant Élise. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Elle aussi était troublée par cette ressemblance troublante. « Mademoiselle Moreau, y a-t-il un problème avec mon travail ?»« Non, absolument pas. Je souhaiterais vous parler, personnellement. » Camille jeta un coup d'œil nerveux autour d'elle. « Je ne suis pas censée discuter avec les clients pendant mes heures de service. Ne vous inquiétez pas. Pouvons-nous nous asseoir ?» Elles s'installèrent dans les fauteuils de velours rouge du salon de la suite. Élise observa Camille de près. Les mêmes yeux verts, les mêmes mains fines, la même façon de pencher légèrement la tête quand elle était perplexe. « Camille, puis-je vous demander, parlez-vous parfois de votre famille, de votre passé ? Excusez-moi. Mais pourquoi cette question ?» Camille semblait de plus en plus mal à l'aise. Élise prit une profonde inspiration. « Parce que je pense que nous avons quelque chose en commun, plus que vous ne l'imaginez. » Elle sortit de son sac la photo de Madeleine Dubois, que lui avait remise Girard. « Reconnaissez-vous cette femme ?» Le visage de Camille se figea. « C'est ma mère ? Où avez-vous eu cette photo ? Elle a travaillé pour ma famille, il y a 28 ans. Votre famille. » Camille fronça les sourcils. « Maman ne m'a jamais parlé d'avoir travaillé pour les Moreau. Pourtant, elle était employée chez nous quand vous êtes née. » Un silence pesant s'installa. Camille scrutait le visage d'Élise avec une intensité croissante, comme si elle commençait à assembler les pièces d'un puzzle qu'elle n'avait jamais su qu'elle possédait. « Mademoiselle Moreau, que me cachez-vous exactement ?» Élise sortit son pendentif de sous son chemisier. Le rubis étincela dans la lumière dorée de l'après-midi. Camille porta instinctivement la main à sa gorge, touchant son propre bijou identique. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Comment est-ce possible ? Camille, il faut que vous sachiez la vérité. Sur votre naissance, sur votre famille, sur nous. » Pendant qu'Élise révélait progressivement la vérité à sa sœur jumelle, à quelques kilomètres de là. Dans le bureau directorial de l'Empire Moreau, Isabelle Fontaine tenait une réunion d'urgence avec Maître Durand. « Comment va Claude ?» demanda l'avocat en feuilletant nerveusement ses dossiers. Stable mais inconscient, les médecins ne savent pas quand, ni même s'il se réveillera. Isabelle s'exprimait d'un ton neutre, presque détaché. « C'est pourquoi je dois prendre certaines précautions. Que puis-je faire pour vous ?» Isabelle se dirigea vers la fenêtre, observant Paris qui s'étendait sous ses pieds. Depuis 40 ans, elle évoluait dans ce monde de pouvoir et de privilèges. Elle n'avait pas l'intention de tout perdre maintenant. Maître Durand, si Claude venait à décéder, qui hériterait de l'empire familial ? Eh bien, selon son testament actuel, Élise hériterait de 75%, vous recevriez 20%, et le reste irait à diverses œuvres de charité. Et s'il existait d'autres héritiers, des enfants non reconnus ? L'avocat releva brusquement la tête. « Madame Moreau, y a-t-il quelque chose que vous devriez me dire ?» Isabelle revint s'asseoir, croisant élégamment ses jambes. « Hypothétiquement, maître, si Claude avait eu un autre enfant, reconnu ou non, quels seraient les droits de cet enfant ? Cela dépendrait de nombreux facteurs, reconnaissance paternelle, preuves ADN, circonstances de la naissance. Mais théoriquement, un enfant biologique aurait des droits égaux à ceux d'Élise. Même s'il s'agissait d'un enfant illégitime, la loi française ne fait plus de distinction entre enfants légitimes et naturels depuis 1972. Un enfant biologique de Claude aurait droit à sa part d'héritage. Oui, Isabelle resta silencieuse un long moment, ses doigts pianotant nerveusement sur la coudoir de son fauteuil. 75% de plusieurs milliards d'euros divisés par 2. C'était inacceptable. Maître, j'aimerais que vous fassiez appel à Étienne Caron. Vous vous souvenez de lui, l'ancien chef de la sécurité de votre mari, celui qui a été licencié il y a 2 ans. Exactement. J'ai besoin de ses services pour une mission délicate. De retour à l'hôtel, la révélation d'Élise avait plongé Camille dans un état de choc total. Elle était maintenant assise sur le rebord de la fenêtre, les jambes tremblantes, fixant le vide. Vous dites que nous sommes sœurs, jumelles. Je sais que c'est difficile à accepter. Moi-même, j'ai du mal à réaliser. Et votre père ? Notre père. Il nous a séparés à la naissance. La voix de Camille se durcit. Il a abandonné maman et moi pour préserver son mariage. Il était jeune, terrifié. Ce n'est pas une excuse, mais
Une excuse. Camille se leva d'un bond, ses yeux verts, flamboyants de colère. « Mademoiselle Moreau, Élise, savez-vous ce que ça a été pour nous? Maman travaillait jour et nuit pour nous faire vivre. Nous avons déménagé 15 fois en 20 ans parce qu'elle ne pouvait jamais payer les loyers. J'ai grandi en pensant que mon père nous avait abandonnés parce que nous ne valions rien. » Les mots claquaient comme des gifles. Élise encaissa, sachant qu'elle méritait cette colère. « J'ai dû quitter l'école à 16 ans pour travailler, » continua Camille. « Pendant que vous grandissiez dans le luxe, étudiez dans les meilleures écoles, n'aviez jamais à vous soucier de rien. Camille, je suis désolée, si j'avais su, mais vous ne saviez pas. Personne ne savait. Maman est morte sans jamais avoir pu révéler la vérité. Elle a emporté ce secret dans sa tombe. » Camille s'effondra sur le canapé, submergée par l'émotion. Des larmes coulaient silencieusement sur ses joues, mélangeant douleur et rage. « Et ma fille » murmura-t-elle. Chloé grandit sans grand-père alors qu'il était là, quelque part, sachant qu'elle existait. Élise s'approcha doucement et s'agenouilla devant sa sœur. « Camille, je veux réparer ça. Je ne peux pas changer le passé, mais nous pouvons construire l'avenir ensemble. » Ensemble. Camille la regarda avec amertume. « Vous vivez dans un monde que je ne connais pas. Vous êtes riche, éduquée, privilégiée. Moi, je suis une femme de ménage célibataire. Vous êtes ma sœur jumelle. Cela ne changera jamais. » Malgré sa colère, Camille sembla touchée par la sincérité d'Élise. Elle observa longuement ce visage qui était le miroir du sien, ses yeux verts identiques aux siens. « Que voulez-vous de moi exactement? Je veux que vous rencontriez notre père. Il est à l'hôpital, dans le coma, mais les médecins disent qu'il peut nous entendre. Je veux qu'il sache que nous sommes réunis. Et ensuite, nous verrons. Vous avez droit à votre part d'héritage. Vous avez droit à la vérité. Et Chloé a droit à sa famille. » Camille resta silencieuse un long moment. Quand elle releva la tête, quelque chose avait changé dans son regard. La colère était toujours là, mais tempérée par une curiosité naissante. Et peut-être le début d'un espoir. « D'accord, » dit-elle finalement. « Je veux le voir. Je veux voir l'homme qui nous a séparés. » Élise sourit pour la première fois depuis des jours. « Merci Camille. Ne me remerciez pas encore. Je ne sais pas si je pourrai jamais vous pardonner. À lui, à votre famille. »« Notre famille, » corrigea doucement Élise. Camille eut un sourire amer. « Peut-être, on verra. » Aucune des deux sœurs ne remarqua la silhouette qui les observait depuis le couloir. Ni le téléphone qui transmettait chaque mot de leur conversation à une oreille attentive et dangereuse. L'hôpital américain baignait dans la lumière douce de fin d'après-midi, quand Élise et Camille franchirent ensemble les portes automatiques. Camille serrait nerveusement l'anse de son sac à main, ses jointures blanchies par la tension. Elle avait changé de tenue, troquant son uniforme de travail contre une robe simple mais élégante qu'Élise reconnut comme étant de bonne qualité malgré son âge. « Il faut que vous sachiez, » murmura Élise en se dirigeant vers les ascenseurs. « Papa est dans le coma depuis 3 jours. Les médecins ne savent pas s'il se réveillera. À cause de votre confrontation. À cause de la vérité. » Élise appuya sur le bouton du 5e étage. Il n'a pas supporté que ses mensonges éclatent au grand jour. Camille hocha la tête, son regard fixé sur les numéros qui défilaient. Maman parlait parfois d'un homme dans ses rêves. Elle prononçait un nom. Claude. Je n'ai jamais fait le rapprochement. L'ascenseur s'arrêta dans un petit bruit métallique. Le couloir des soins intensifs était silencieux, ponctué seulement par le ronronnement des machines et les conversations feutrées du personnel médical. « Chambre 304 », indiqua Élise. Elles s'arrêtèrent devant la vitre. Camille eut un mouvement de recul, en découvrant l'homme allongé dans le lit d'hôpital. Malgré son état, malgré les tubes et les machines, elle reconnut immédiatement les traits qu'elle avait hérités. Cette mâchoire carrée, ce nez droit, ses mains longues et fines, maintenant inertes sur le drap blanc. « Mon Dieu !» souffla-t-elle. « C'est vraiment lui. Voulez-vous entrer ?» Camille acquiesça en silence. Elles pénétrèrent dans la chambre, où seul le bip régulier du moniteur cardiaque troublait le silence. Claude Moreau semblait dormir paisiblement, inconscient du drame qui se jouait autour de lui. « Papa », dit doucement Élise en s'approchant du lit. « Papa, j'ai amené quelqu'un que tu dois rencontrer. » Camille restait figée près de la porte, comme si ses jambes refusèrent de la porter plus près. Élise lui tendit la main avec encouragement. « Allez-y, parlez-lui. » Lentement,
Camille s'avança. Ses yeux scrutaient chaque détail du visage de Claude, y trouvant ses propres traits, ceux qu'elle voyait chaque matin dans son miroir. Une larme roula sur sa joue. « Monsieur Moreau », commença-t-elle d'une voix tremblante. « Je suis Camille Dubois. Votre fille. » Le moniteur cardiaque continua son rythme imperturbable. « Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre, mais je voulais que vous sachiez que maman est morte, Madeleine Dubois. Elle est morte il y a 2 ans. » La voix de Camille se brisa légèrement. « Elle ne vous a jamais haï, vous savez, même après ce que vous avez fait. Elle disait que l'amour rend parfois les gens fous, qu'il les pousse à des actes désespérés. » Élise observait sa sœur avec émotion. Malgré la douleur, malgré la colère, il y avait dans les mots de Camille une noblesse, une générosité que 27 années de privation n'avaient ni pas réussi à entamer. « J'ai une fille, » continua Camille. « Elle s'appelle Chloé, elle a 8 ans, c'est votre petite fille, et elle ne sait même pas que vous existez. » Elle tendit une main hésitante vers celle de Claude, puis la retira au dernier moment. « Élise m'a dit que vous étiez jeune quand c'est arrivé, que vous aviez peur. Mais nous aussi, nous avons eu peur. Maman et moi, nous avons eu peur pendant 27 ans, à l'autre bout de Paris, dans un bar sombre de Belleville. » Étienne Caron sirotait sa 3e bière en attendant son rendez-vous. L'ancien chef de sécurité de Claude Moreau avait mal vieilli depuis son licenciement. Ses cheveux grisonnaient, son ventre s'arrondissait, et l'amertume avait creusé des rides profondes autour de ses yeux. Il n'avait jamais digéré la façon dont Claude l'avait remercié après 15 ans de loyaux services. Une simple accusation de négligence. Et il s'était retrouvé à la rue, sans recommandation, sans indemnité décente. Depuis, il enchaînait les petits boulots de surveillance. Surveillant des épouses infidèles ou des adolescents récalcitrants, Monsieur Caron, il leva les yeux vers la femme élégante qui venait d'entrer. Isabelle Fontaine-Moreau était encore plus impressionnante en personne que dans les magazines. Elle glissa sur la banquette en face de lui avec la grâce d'une reine en visite dans un taudis. « Madame Moreau, je ne vous attendais pas, ici. Il faut parfois savoir s'adapter aux circonstances. » Isabelle commanda un verre de vin blanc avant de se concentrer sur Étienne. « J'ai besoin de vos services pour une mission délicate. » « Quel genre de mission ? » ?»« Le genre qui nécessite votre expertise particulière et votre discrétion absolue. » Étienne se pencha vers elle, intrigué malgré lui. « Je vous écoute. » Isabelle sortit une enveloppe de son sac Hermès et la fit glisser vers lui. Il y a là-dedans 50 000 € en liquide. C'est un acompte. Les yeux d'Étienne s'écarquillèrent. 50 000 € représentaient plus qu'il ne gagnait en une année entière. Que voulez-vous que je fasse ? Il existe une personne qui menace l'équilibre de ma famille, une personne qui pourrait détruire tout ce que nous avons construit. Isabelle vida son verre d'un trait. Cette personne doit disparaître. Disparaître comment ? Comme vous le jugez nécessaire, un accident, de préférence. Rien qui puisse remonter jusqu'à moi. Étienne resta silencieux un long moment, jaugeant la femme en face de lui. Il l'avait toujours vue comme une aristocrate froide mais inoffensive. Manifestement, il l'avait sous-estimée. « Et si je refuse ? Vous ne refuserez pas. » Isabelle se pencha vers lui. « Vous me devez bien ça, après tout ce que ma famille a fait pour vous. » Et puis, elle sourit, mais ses yeux restaient glacials. « Vous avez besoin d'argent, n'est-ce pas ? » C'était vrai. Étienne avait accumulé les dettes depuis son licenciement. Son ex-femme réclamait une pension alimentaire qu'il ne pouvait plus payer, et son propriétaire menaçait de l'expulser. Qui est la cible ? Isabelle sortit une photo de son sac. Camille Dubois, 27 ans, employée à l'hôtel Espoir Royal. Étienne examina le cliché. Une jolie jeune femme aux traits fins, qui lui rappelait vaguement quelqu'un sans qu'il puisse mettre le doigt dessus. Qui est-ce ? Quelqu'un qui n'aurait jamais dû exister, de retour à l'hôpital. Élise et Camille avaient passé 1 heure au chevet de Claude, malgré l'étrangeté de la situation. Une complicité timide commençait à naître entre les 2 sœurs. Elles avaient découvert qu'elles partageaient les mêmes goûts musicaux, la même façon de pencher la tête quand elles réfléchissaient, les mêmes petites manies héritées de leur patrimoine génétique commun. « Il faut que j'aille chercher Chloé à l'école », dit finalement Camille en consultant sa montre. « Elle va s'inquiéter si je suis en retard. Vous habitez loin. Belleville. 40 minutes en métro. » Élise hésita un moment. « Camille, accepteriez-vous que je vous accompagne ? J'aimerais rencontrer ma nièce. » Le mot « nièce » fit sourire Camille pour la première fois depuis leur retrouvaille. « Elle va vous poser 1000 questions. Chloé est très curieuse.
J'ai hâte de la rencontrer. » Elles quittèrent l'hôpital ensemble et prirent le métro vers Belleville. Dans la rame bondée, Élise observait discrètement sa sœur. Comment leur vie aurait-elle été différente si elles avaient grandi ensemble? Auraient-elles été complices ou rivales? Auraient-elles eu les mêmes rêves, les mêmes peurs? Élise, dit soudain Camille. Que va-t-il se passer maintenant? Pour nous, je veux dire, je ne sais pas, mais j'aimerais que nous apprenions à nous connaître. Vraiment. Et votre mère, Isabelle, comment va-t-elle réagir en apprenant mon existence? Élise fronça les sourcils. C'était une question qu'elle redoutait. Elle sait déjà que j'ai été adoptée, mais elle ignore qu'il y avait 2 bébés. Et quand elle l'apprendra, je ne sais pas. Isabelle est compliquée. Elle a construit sa vie sur certaines certitudes. Votre existence pourrait les ébranler. Camille hocha la tête pensivement. Élise, puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr, si votre père, notre père, se réveille et nous reconnaît officiellement. Qu'est-ce que cela changera, concrètement? Élise comprit immédiatement où sa sœur voulait en venir. L'héritage, les milliards de la famille Moreau. Elle-même n'y avait jamais vraiment pensé en termes d'argent. Mais pour Camille, qui luttait quotidiennement pour joindre les 2 bouts, c'était forcément une préoccupation. Vous auriez droit à votre part d'héritage, légalement, nous sommes égales, et cela ne vous dérange pas. Élise réfléchit un moment. Non, cette fortune, je ne l'ai jamais méritée plus que vous, en fait. Elle sourit. Je crois que l'idée de la partager avec ma sœur me plaît beaucoup. Le métro s'arrêta à Belleville. Elles sortirent ensemble sur le quai, et Élise découvrit un Paris qu'elle ne connaissait pas. Plus populaire, plus vivant, plus authentique que les beaux quartiers où elle évoluait habituellement. L'école est par là, indiqua Camille, alors qu'elles remontèrent la rue. Aucune des 2 sœurs ne remarqua l'homme qui les suivait à distance, téléphone collé à l'oreille, transmettant en temps réel leur déplacement à quelqu'un qui attendait le moment parfait pour frapper. L'école primaire Louise Michel bourdonnait de l'agitation typique de fin de journée. Des enfants couraient dans tous les sens, leurs cartables rebondissant sur leur dos, tandis que les parents attendaient impatiemment derrière les grilles. Élise observait ce spectacle avec fascination. Elle n'avait jamais vécu ces moments d'innocence. Ayant toujours été conduite à l'école dans des voitures privées vers des établissements huppés, maman, une petite fille aux boucles brunes, s'élança vers Camille, ses yeux noisettes pétillants de joie. Chloé était un mélange parfait de sa mère et de quelqu'un d'autre qu'Élise ne pouvait identifier. Elle était belle, vive, et irradiait cette énergie particulière des enfants heureux malgré les difficultés. « Ma puce, j'aimerais te présenter quelqu'un. » Camille posa une main protectrice sur l'épaule de sa fille. « Chloé, voici Élise. C'est une amie très spéciale. » Chloé leva ses grands yeux vers Élise et fronça légèrement les sourcils. « Vous ressemblez à maman. » Élise sourit, touchée par la perspicacité de l'enfant. « C'est vrai, c'est même assez troublant, n'est-ce pas? Vous êtes riche, » demanda Chloé avec la franchise désarmante des enfants. « Vos vêtements sont très beaux. » « Chloé, » protesta Camille, embarrassée. « Ce n'est rien, » rit Élise. « Oui, j'ai de la chance d'avoir de jolies choses. Mais tu sais quoi? Les plus belles choses ne s'achètent pas. » « Comme quoi? » « Comme avoir une maman qui t'aime, des amis fidèles, des rêves plein la tête. » Chloé réfléchit sérieusement à cette réponse, puis hocha la tête d'un air approbateur. Pendant qu'elle rentrait vers l'appartement de Camille, Élise apprit à connaître sa nièce. L'enfant était brillante, curieuse, et malgré ses 8 ans, elle semblait avoir une maturité que les privilèges n'avaient jamais forcé à développer chez Élise au même âge. « Maman travaille dans un château », demanda Chloé à Élise. « Pas exactement un château, mais c'est très beau. Ta maman fait un travail important là-bas. Pourquoi elle nettoie si c'est déjà beau ?» Élise chercha ses mots. « Parce que garder les belles choses propres, c'est aussi une façon de les respecter. » Pendant ce temps, dans son bureau de l'avenue Foch, Isabelle Fontaine-Moreau terminait une conversation téléphonique cruciale avec Maître Durand. « Vous êtes certain de ces informations ?» demanda-t-elle d'une voix tendue. « Absolument. Si Claude reconnaît officiellement cette Camille Dubois comme sa fille, elle aura automatiquement droit à la moitié de l'héritage. La loi française est très claire sur ce point. » Isabelle raccrocha et se dirigea vers la fenêtre, en contrebas. Les jardins du Trocadéro s'étendaient jusqu'à la Seine. Tout ce monde lui appartenait. Tout ce luxe, cette position sociale qu'elle avait mis 40 ans à construire.
Elle ne laisserait pas une domestique et sa bâtarde tout détruire. Son téléphone sonna. C'était Étienne Caron. J'ai suivi la cible comme convenu. Elle a emmené sa fille à l'école, accompagnée de « votre belle-fille ». Élise était avec elle. Isabelle serra les dents. Ces deux idiotes sont en train de fraterniser. Elles semblent très proches. Elles ont même rendu visite ensemble à Monsieur Claude à l'hôpital. Quoi ? Isabelle faillit lâcher le téléphone. Élise a emmené cette femme voir Claude. Oui, madame. Elles y ont passé plus d'1 heure. La colère d'Isabelle était palpable, même à travers le téléphone. Étienne, il faut accélérer les choses. Cette situation devient incontrôlable. Quand voulez-vous que j'agisse ? Le plus tôt possible. Mais il faut que cela ressemble à un accident. Un fait divers, tragique, mais sans aucun lien avec notre famille. Et la petite fille. Isabelle hésita une fraction de seconde. Si elle est présente, il faudra faire le nécessaire. Nous ne pouvons pas nous permettre de témoins. Un silence pesant s'installa. Même pour Étienne, tuer un enfant représentait une ligne rouge difficile à franchir. Madame Moreau, 100 000 € de bonus si vous réglez cette affaire avant la fin de la semaine. Le coupa Isabelle. Et Étienne, si vous échouez, ou si vous me trahissez, je vous promets que vous le regretterez amèrement. L'appartement de Camille était petit, mais chaleureux. 2 pièces sous les toits, avec une vue sur les immeubles de Belleville et un coin de ciel parisien. Élise fut frappée par la propreté méticuleuse des lieux, par les quelques objets choisis avec soin, par cette capacité qu'avait sa sœur de créer un foyer accueillant avec si peu de moyens. « C'est modeste », s'excusa Camille en préparant du thé. « C'est chez vous, c'est ce qui compte. » Chloé montrait fièrement ses dessins à Élise, expliquant chaque détail avec l'enthousiasme d'une vraie artiste. Ses œuvres ornaient les murs, créant une galerie colorée qui réchauffait l'atmosphère. « Celui-là, c'est maman et moi au parc », expliqua-t-elle en désignant un dessin aux couleurs vives. « Et celui-là, c'est le papa que je n'ai pas. » Élise sentit son cœur se serrer. « Comment tu l'imagines, ce papa ? Grand, avec des cheveux comme maman, et il nous emmènerait au zoo tous les dimanches. » Camille détourna le regard. Visiblement émue, Élise comprit qu'elle pensait à Claude, à ce grand-père que Chloé ne connaîtrait peut-être jamais. « Chloé, dit doucement Élise, et si je te disais que tu as peut-être un grand-papa quelque part ?» Les yeux de l'enfant s'illuminèrent. Un vrai grand-papa. Un vrai grand-papa, mais il est très malade en ce moment. Il va guérir. Nous l'espérons tous. Camille servit le thé, et elles s'installèrent autour de la petite table de cuisine, dehors. La nuit tombait sur Paris, et les lumières de la ville commençaient à scintiller. « Élise, dit Camille après que Chloé fut partie jouer dans sa chambre. J'ai peur. » Peur de quoi ? De tout ça ? De vous ? De votre famille ? De ce que cela pourrait changer dans notre vie ? Chloé et moi, nous avons nos habitudes, notre équilibre, même si c'est difficile parfois. Je comprends. Mais songez que Chloé pourrait avoir une vraie famille, des oncles, des tantes, des cousins peut-être. Elle pourrait étudier dans les meilleures écoles, voyager, découvrir le monde, et nous perdre nous-mêmes dans votre univers. Camille secoua la tête. L'argent ne fait pas tout, Élise. Nous sommes heureuses comme nous sommes. Mais vous pourriez être encore plus heureuse. Et surtout, vous auriez le choix de votre vie, de vos rêves. Camille resta silencieuse, fixant le fond de sa tasse. Et votre mère, Isabelle, comment va-t-elle réagir quand elle apprendra que nous existons ? Je ne sais pas. Isabelle est imprévisible. Vous la craignez ? Élise hésita. Parfois, elle a passé sa vie à construire son statut social. Notre existence pourrait le menacer, au point de nous vouloir du mal. Non. Bien sûr que non, répondit Élise un peu trop vite. Isabelle est certes calculatrice, mais elle n'est pas dangereuse. Pourtant, en prononçant ces mots, elle repensa au regard froid de sa mère adoptive à l'hôpital, à cette façon qu'elle avait eue de parler de « arrangement » dans son mariage. Une inquiétude sourde commença à naître dans son esprit. À quelques rues de là, Étienne Caron observait l'immeuble de Camille depuis sa voiture. Il avait repéré les habitudes de la jeune femme. Départ pour le travail à 7 heures. Retour vers 18 heures pour chercher sa fille à l'école. L'appartement était au 5e étage, sans ascenseur. Les escaliers en bois craquaient. Il les avait testés en se faisant passer pour un livreur. Un accident dans les escaliers. Voilà qui serait parfait. Une chute malheureuse. Un crâne qui heurte une marche. Ces vieux immeubles parisiens étaient si dangereux, il composa le numéro d'Isabelle.
c'est pour demain soir, annonça-t-il, quand elle rentrera du travail. Et si sa fille est présente, j'improviserai. Étienne, cette mission est cruciale pour l'avenir de ma famille. Ne me décevez pas. Vous pouvez compter sur moi, Madame Moreau. Après avoir raccroché, Étienne resta assis dans sa voiture, observant les fenêtres éclairées de l'appartement de Camille. Il distinguait des silhouettes qui se déplaçaient, entendait parfois des éclats de rire d'enfants. Pour un moment, il ressentit quelque chose qui ressemblait à des remords. Puis il pensa aux 150 000 € qui l'attendaient, à ses dettes, à sa situation désespérée. Les remords s'évanouirent, remplacés par une détermination froide. Demain soir, Camille Dubois aurait son dernier accident. Dans l'appartement au-dessus, ignorante du danger qui la guettait, Camille bordait sa fille en lui promettant que bientôt, peut-être, elles auraient une vraie famille. L'hôpital américain était encore plongé dans la pénombre matinale quand Élise poussa la porte de la chambre 304. Elle venait chaque matin depuis une semaine, espérant un signe, un battement de paupières, un serrement de main qui indiquerait que Claude émergeait de son coma, mais son père restait immobile, prisonnier d'un sommeil dont personne ne savait s'il reviendrait. « Bonjour, papa », murmura-t-elle en s'installant sur la chaise près du lit. « Camille va revenir aujourd'hui. Elle commence à s'habituer à toi, tu sais. Hier, elle t'a même apporté des photos de Chloé. » Le moniteur cardiaque continuait son rythme régulier, indifférent aux émotions qui agitaient toute la chambre. « Chloé te ressemble énormément. Elle a tes yeux, ta détermination, et elle est si intelligente. Tu serais fier d'elle, papa, fier de Camille aussi. Elle a élevé cette petite fille toute seule, sans jamais se plaindre, sans jamais demander d'aide. » Élise sentit sa gorge se serrer. « J'aimerais tant que tu te réveilles, que tu puisses réparer ce que tu as cassé, que tu puisses être le grand-père que Chloé mérite. » Un bruit de pas dans le couloir attira son attention. Isabelle apparut dans l'encadrement de la porte, impeccable comme toujours, dans son tailleur Chanel gris perle. Mais Élise remarqua les cernes sous ses yeux, la tension dans ses épaules. « Maman, tu es matinale. » « J'ai mal dormi. » Isabelle s'approcha du lit, observant Claude avec une expression indéchiffrable. « Des nouvelles du médecin. Rien de nouveau, son état est stable. » Isabelle hocha la tête, puis se tourna vers sa fille adoptive. « Élise, il faut que nous parlions, pas ici. » Elles se dirigèrent vers le petit salon de l'étage, un espace feutré destiné aux familles en attente. Isabelle ferma soigneusement la porte derrière elle. « J'ai appris que tu avais emmené quelqu'un voir ton père. » Élise sentit son estomac se nouer. « Qui t'a dit ça ? Peu importe, est-ce vrai ? Maman, il faut que je t'explique. » « Il n'y a rien à expliquer. » La voix d'Isabelle était glaciale. « J'ai fait mes propres recherches. Camille Dubois, n'est-ce pas ? La fille de cette Madeleine qui travaillait chez nous ?» Élise blêmit. « Tu savais. J'ai toujours su que Claude avait eu une liaison avec cette fille. Ce que j'ignorais, c'est qu'elle avait eu un enfant. » Isabelle se dirigea vers la fenêtre, observant Paris qui s'éveillait, et encore moins qu'il y en avait eu 2. « Alors tu sais que Camille est ma sœur, ta demi-sœur, » corrigea froidement Isabelle. « Et accessoirement une menace pour notre famille ? » ?»« Une menace, maman, c'est ma sœur jumelle. Elle a le droit de connaître la vérité. » Isabelle se retourna brusquement. « Le droit, Élise, cette femme pourrait revendiquer la moitié de la fortune familiale. Réfléchis 2 secondes, des milliards d'euros, notre position sociale, notre réputation, tout pourrait s'effondrer. Et alors, cette fortune ne nous appartient pas plus qu'à elle. Comment peux-tu dire ça ? » Isabelle était livide de rage. « J'ai passé 40 ans à construire notre empire. J'ai fait de toi une Moreau. Je t'ai donné la meilleure éducation, les meilleures opportunités, et tu serais prête à tout jeter par la fenêtre pour une parfaite inconnue. Ce n'est pas une inconnue. C'est ma sœur. C'est une domestique qui nettoie des chambres d'hôtel. » Le mépris dans la voix d'Isabelle fit bondir Élise. « Comment peux-tu être si cruelle ? Camille, elle n'est pas responsable de la situation. Elle a grandi dans la pauvreté à cause de papa. À cause de nous. À cause de nous. » Isabelle eut un rire amer. « Élise, sans nous, tu serais exactement comme elle. Tu balayerais les couloirs au lieu de les posséder. Peut-être, mais au moins j'aurais grandi avec ma vraie famille. » Le silence qui suivit était chargé d'électricité. Isabelle fixait sa fille adoptive avec une expression blessée,
comme si ces mots l'avaient frappée en plein cœur. « Ta vraie famille », répéta-t-elle lentement. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, après tout l'amour que je t'ai donné. » Élise réalisa qu'elle était allée trop loin. « Maman, je ne voulais pas. »« Si, tu le voulais. » Isabelle ramassa son sac et se dirigea vers la porte. « Puisque tu préfères ta vraie famille, vas-y, mais ne compte plus sur moi pour nettoyer tes erreurs. Où vas-tu ? Protéger ce qu'il reste de notre patrimoine, puisque tu n'en as visiblement pas l'intention. » La porte claqua, laissant Élise seule avec ses remords et ses inquiétudes grandissantes. En fin d'après-midi, Élise était revenue à l'hôtel Espoir Royal. Elle avait besoin de voir Camille, de s'excuser pour l'attitude d'Isabelle, de la prévenir peut-être. Un pressentiment sombre l'habitait depuis sa conversation avec sa mère adoptive. Camille a terminé plus tôt aujourd'hui, lui apprit François Bertin. Elle avait rendez-vous chez le médecin pour sa fille. Chez le médecin. Il y a un problème. Rien de grave, je pense. Un simple contrôle. Élise sortit son téléphone et composa le numéro de Camille. Messagerie. Elle essaya plusieurs fois, en vain. Une angoisse sourde commença à l'envahir. Elle décida de se rendre directement à Belleville. Dans le métro, elle ne cessait de rappeler sa sœur, tombant systématiquement sur la messagerie. « Camille, c'est Élise. Rappelez-moi dès que vous avez ce message, c'est important. » Camille et Chloé sortaient justement du cabinet médical quand le téléphone de la jeune femme se mit à vibrer. Le docteur Martineau avait confirmé que l'enfant était en parfaite santé, mettant fin aux inquiétudes maternelles de Camille concernant la fatigue récente de sa fille. « Maman, c'est qui appelle tout le temps ?» demanda Chloé en entendant la sonnerie. Camille regarda l'écran. 15 appels manqués d'Élise. C'est Élise. Elle a l'air inquiète. Elle rappela immédiatement. Élise décrocha à la première sonnerie. « Camille, Dieu merci. Où êtes-vous ? Chez le médecin avec Chloé. Pourquoi toute cette agitation ? Il faut que je vous voie. Tout de suite, c'est urgent. Que se passe-t-il ? Pas au téléphone. Où pouvons-nous nous retrouver ? » Camille regarda sa fille qui bâillait. « Chloé est fatiguée. Nous rentrons à la maison. Vous pouvez nous y rejoindre. » « J'arrive. » Dans sa voiture garée rue de Belleville. Étienne Caron observait l'immeuble de Camille. Il avait passé la journée à peaufiner son plan. Un accident dans les escaliers. Voilà qui serait parfait. Ces vieux immeubles parisiens étaient si dangereux. Son téléphone sonna. Isabelle. « Alors ? Tout est prêt pour ce soir ? La cible devrait rentrer d'ici 1 heure. Parfait. Et Étienne ? Assurez-vous qu'il n'y ait aucun témoin. Comptez sur moi. » Étienne raccrocha et vérifia son matériel. Gants en latex, chaussures à semelles souples, petite barre de fer dissimulée sous sa veste. Il suffisait d'attendre le bon moment. C'est alors qu'il vit arriver une Bentley grise qui se gara juste devant l'immeuble. Une jeune femme élégante en sortit, ressemblant étrangement à sa cible. Étienne plissa les yeux, intrigué. Élise Moreau, que faisait-elle ici ? Il composa rapidement le numéro d'Isabelle. « Nous avons un problème. Votre belle-fille vient d'arriver chez la cible. » Un silence tendu à l'autre bout du fil. « Attendez qu'elle reparte. » Ordonna finalement Isabelle. « Et si elle reste ? Alors vous devrez improviser. Cette mission doit être accomplie ce soir, Étienne, quoi qu'il en coûte. » Étienne raccrocha, une sueur froide dans le dos. Tuer Camille Dubois était déjà compliqué, mais si Élise Moreau se trouvait sur les lieux, il regarda sa montre. 19 heures. La nuit tombait sur Paris. Et avec elle, l'heure de vérité approchait. Dans quelques heures, soit il serait riche de 150 000 €, soit il serait un homme mort. Car Isabelle Fontaine-Moreau ne pardonnait jamais les échecs. Au 5e étage de l'immeuble, ignorante du danger qui montait vers elle comme une marée noire, 3 générations de femmes Moreau étaient réunies pour la première fois, Élise, Camille et la petite Chloé qui jouait innocemment avec ses poupées, sans savoir que sa vie ne tenait qu'à un fil. Dehors, l'orage grondait à l'horizon, annonciateur de la tempête qui allait bientôt s'abattre sur elle. La pluie commença à tomber vers 20 heures, d'abord en grosses gouttes éparses qui s'écrasaient sur les pavés parisiens, puis en véritable déluge qui transformait les rues de Belleville en torrents boueux. Dans l'appartement de Camille, les 3 femmes étaient blotties autour de la petite table de cuisine. Chloé dormant paisiblement dans la chambre voisine. « Isabelle sait tout », répéta Élise pour la 3e fois. « Elle connaît votre existence. Elle sait que vous êtes ma sœur jumelle. Et elle n'a pas l'intention de laisser les choses se passer tranquillement. » Camille sirotait son thé.
digérant lentement l'information. Que peut-elle faire concrètement? Nous intimider? Nous acheter? Je ne sais pas, mais sa réaction m'a effrayée. Il y avait dans ses yeux une froideur que je ne lui connaissais pas. Élise se leva et fit les 100 pas dans le petit salon. Elle a parlé de protéger notre patrimoine. J'ai peur qu'elle ne soit prête à tout, même à nous faire du mal. Je l'espère que non. Mais un éclair illumina soudain la pièce, suivi quelques secondes plus tard par un coup de tonnerre qui fit trembler les vitres. Chloé gémit dans son sommeil, et Camille se leva pour aller la rassurer. « Ça va, ma puce, ce n'est que l'orage. » Elle revint s'asseoir face à Élise. « Que proposez-vous? Nous devons anticiper, prévoir ses réactions, et surtout... » Élise hésita. « Peut-être devriez-vous quitter Paris quelque temps? Emmener Chloé quelque part en sécurité? Fuir? Mais pourquoi? Nous n'avons rien fait de mal. » « Je sais. Mais Isabelle est imprévisible quand elle se sent menacée, et financièrement, votre existence représente effectivement une menace pour elle. » Camille secoua la tête avec détermination. « Non, j'en ai assez de fuir. Maman a fui toute sa vie. Elle s'est cachée. Elle a eu peur. Moi, je ne veux plus. Camille, soyez raisonnable. C'est vous qui devriez être raisonnable. Cette femme vous manipule depuis des années. Elle vous a élevé dans le mensonge. Elle a profité d'une situation qu'elle savait injuste. Et maintenant, elle a peur de perdre ses privilèges. Dehors, l'orage redoublait de violence. Les éclairs se succédaient, illuminant l'appartement de lueurs blafards qui donnaient au visage des deux sœurs des expressions dramatiques. 5 étages plus bas, dans l'entrée sombre de l'immeuble, Étienne Caron attendait. Il avait réussi à crocheter la serrure de la porte d'entrée et se tenait maintenant dans l'ombre, écoutant les bruits de l'immeuble, des télévisions qui beuglaient, des conversations étouffées, le pleur d'un bébé au 2e étage, et tout en haut, les voix d'Élise et de Camille qui filtraient à travers la porte mal isolée. Il avait appelé Isabelle 1 heure plus tôt pour l'informer de la présence d'Élise. La réponse avait été claire et terrifiante. « Faites le nécessaire, toutes les deux s'il le faut. » Étienne avait raccroché, les mains tremblantes. « Tuer Camille Dubois. » Passe encore. Mais Élise Moreau, la fille que Isabelle avait élevée comme la sienne, il commençait à réaliser à quel point sa commanditaire était prête à aller loin pour préserver son mode de vie. Mais 150 000 €, plus ses dettes qui s'accumulaient, la menace d'expulsion, l'humiliation quotidienne de sa déchéance sociale, il n'avait plus le choix. Il commença à monter les escaliers, évitant soigneusement les marches qui grinçaient. 1er étage, 2e étage. À chaque palier, il s'arrêtait, écoutant, s'assurant que personne ne sortait. « Élise, regardez-moi. » Camille avait pris les mains de sa sœur dans les siennes. « Nous sommes ensemble maintenant. Nous ne sommes plus seuls. Et quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. » Élise sentit des larmes monter à ses yeux. « J'ai si peur de vous perdre. Je viens juste de vous retrouver. Vous ne me perdrez pas, et Chloé aura enfin la famille qu'elle mérite. » Camille sourit. « D'ailleurs, elle vous adore déjà, ce matin. Elle m'a demandé si vous pouviez être sa marraine. » Sa marraine. Elle a dit « Maman, Élise, elle a l'air d'un ange avec ses beaux habits. Tu crois qu'elle pourrait être mon ange gardien ?» Élise éclata en sanglots. Submergée par l'émotion, tous les privilèges du monde ne valaient pas cette innocence, cette confiance spontanée d'un enfant. « Je vous promets que nous allons nous en sortir, » murmura-t-elle. « Isabelle ou pas Isabelle, nous formons une famille maintenant. » C'est à ce moment-là qu'elles entendirent un craquement dans l'escalier. Étienne venait d'atteindre le 4e étage quand une marche céda légèrement sous son poids, produisant un grincement sinistre qui résonna dans tout l'immeuble. Il se figea, retenant son souffle. En haut, les voix s'étaient tues. « Vous avez entendu ?» chuchota Camille. Élise hocha la tête, soudain très alerte. Quelqu'un monte. À cette heure, sous cette pluie, et si lentement, elles tendirent l'oreille. Un autre craquement, plus proche cette fois. Quelqu'un montait effectivement vers le 5e étage, mais avec d'infinies précautions. « Camille, où est votre téléphone ?»« Sur la table. » Élise s'en empara et composa le 17. Pas de réseau. L'orage perturbait les communications. « Il faut réveiller Chloé et sortir d'ici, » murmura-t-elle. « Sortir. Mais il n'y a qu'un escalier. Si quelqu'un monte. Alors nous attendons qu'il passe. Ou nous nous cachons. » Camille se dirigea vers la chambre de sa fille. Mais au moment où elle posait la main sur la poignée, la porte de l'appartement trembla sous un coup violent.
Étienne avait renoncé à la discrétion. Il venait de donner un coup d'épaule dans la porte. Testant sa résistance, le bois était vieux, la serrure de mauvaise qualité, encore 2 ou 3 coups, et il serait à l'intérieur. « Camille Dubois !» cria-t-il. « Ouvrez cette porte. » Dans l'appartement, les 2 sœurs échangèrent un regard terrorisé. « Qui êtes-vous » cria Camille. « Que voulez-vous ? Ouvrez ou j'enfonce cette porte. »« Maman !» La petite voix de Chloé s'éleva de la chambre. « Qu'est-ce qui se passe ?» Camille se précipita vers sa fille, tandis qu'Élise cherchait désespérément quelque chose pour se défendre. Elle s'empara d'un couteau de cuisine, au moment où la porte explosa sous un nouveau coup d'épaule. Étienne apparut dans l'encadrement, trempé de pluie, une barre de fer à la main. Ses yeux injectés de sang balayèrent la pièce, avant de se fixer sur les 2 femmes. « Tiens, mademoiselle Élise, quelle surprise !»« Qui êtes-vous » Élise brandissait le couteau d'une main tremblante. « Que voulez-vous ?»« Ce que je veux. » Étienne eut un rire amer. « Je veux 150 000 €. Et pour les avoir, il faut que vous disparaissiez. »« Toutes les 2. Qui vous envoie ? Quelqu'un qui vous connaît très bien, mademoiselle Élise. Quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais qui aime encore plus son argent. » La vérité frappa Élise comme un coup de poing. « Isabelle. » Bingo. Dans la chambre. Camille serrait Chloé contre elle, la main plaquée sur la bouche de l'enfant pour l'empêcher de crier. Elle entendait la conversation, comprenait l'horreur de la situation. Isabelle avait envoyé un tueur. Elle regarda autour d'elle, cherchant une issue. La fenêtre. Ils étaient au 5e étage. Le balcon de service. Il donnait sur la cour intérieure, trop haut pour sauter. Dans le salon, Étienne s'avançait lentement vers Élise. « Vous savez, mademoiselle, je n'ai rien contre vous personnellement, mais les affaires sont les affaires. Vous ne pouvez pas faire ça. Isabelle ne vous laissera jamais tranquille après. Elle vous éliminera pour effacer les preuves. » Étienne marqua une hésitation. C'était exactement ce qu'il craignait. Peut-être. Mais avec 150 000 €, je peux disparaître, changer d'identité. Avec 150 000 €, vous ne tiendrez pas 2 ans, et elle vous retrouvera. Fermez-la. Étienne leva sa barre de fer, mais à ce moment-là, Camille surgit de la chambre. Armée d'une lampe en bronze, « N'y touchez pas !» Elle se jeta sur lui, frappant aveuglément, surpris. Étienne recula, trébuchant sur le tapis. Élise en profita pour se précipiter vers lui, le couteau pointé vers sa gorge. « Lâchez cette barre !» Mais Étienne était plus fort, plus expérimenté. Il saisit le poignet d'Élise, la faisant pivoter violemment. Le couteau lui échappa et glissa sous la commode. Assez joué. Il leva sa barre de fer au-dessus de la tête de Camille, qui était tombée au sol dans leur lutte. Élise n'hésita pas une seconde. Elle se jeta entre eux. « Camille, courez !» La barre de fer s'abattit, mais au lieu de frapper Camille, elle atteignit Élise à l'épaule. Un craquement sinistre retentit, suivi d'un cri de douleur, profitant de la confusion. Camille bondit vers la chambre, attrapa Chloé et se dirigea vers la fenêtre. Elle l'ouvrit en grand, laissant entrer la pluie battante. « Maman, j'ai peur. Je sais ma puce, mais il faut qu'on sorte. » Le balcon de service était étroit, glissant sous la pluie, mais il y avait une échelle de secours rouillée qui descendait vers la cour. « Tu vas descendre cette échelle, d'accord ? Moi, je te suis. » Et Élise, dans l'appartement, on entendait des bruits de lutte, des cris, des chocs. « Élise va nous rejoindre. » Camille fit passer sa fille par la fenêtre au moment où Étienne réapparaissait dans la chambre, du sang sur sa barre de fer. Personne ne sort d'ici vivant. Il se rua vers la fenêtre, mais Camille lui lança un oreiller au visage, gagnant quelques secondes précieuses. Elle enjamba la fenêtre à son tour, rattrapant Chloé qui commençait à descendre l'échelle. « Plus vite, ma puce !» Étienne passa la tête par la fenêtre, hurlant de rage. Mais l'échelle était trop éloignée pour qu'il puisse les atteindre. Il retourna dans le salon où Élise gisait, inconsciente, du sang coulant de sa blessure à l'épaule. Il leva sa barre de fer une dernière fois, quand soudain, des sirènes retentirent dans la rue. Un voisin avait appelé la police. Étienne paniqua. Il fouilla les poches d'Élise, cherchant son téléphone, et composa frénétiquement le numéro d'Isabelle. « C'est fichu, la police arrive. Qu'est-ce que je fais ? Fuyez. Et surtout, si vous êtes pris, vous ne me connaissez pas. Et mon argent ? Quel argent ? Je ne vois pas de quoi vous parlez. » La ligne se coupa. Étienne réalisa qu'il venait d'être trahi. Isabelle l'abandonnait, comme elle avait abandonné Camille et Élise.
Fou de rage, il sortit un petit enregistreur de sa poche, une habitude de précaution qu'il avait gardée de son ancien métier. Toute leur conversation était là, tous les ordres d'Isabelle, toutes les preuves de sa culpabilité. Les sirènes se rapprochaient. Dans la cour, Camille et Chloé courèrent vers la sortie, trempées, mais vivantes. L'orage commençait enfin à se calmer, mais la tempête qui allait s'abattre sur la famille Moreau ne faisait que commencer. 3 mois plus tard, l'automne dorait les jardins de l'hôtel Espoir Royal quand Claude Moreau fit ses premiers pas sans assistance. Sa rééducation avait été longue et difficile. L'AVC avait laissé des séquelles, une légère paralysie du côté gauche et des troubles de l'élocution. Mais sa détermination à réparer ses erreurs lui avait donné une force qu'il ne se connaissait pas. « Doucement, papa », murmura Élise en l'accompagnant dans sa promenade. Son bras droit était encore en écharpe, mais les médecins avaient confirmé qu'elle récupérerait complètement l'usage de son épaule. « Je veux voir le nouveau bureau », articula Claude avec difficulté, montrant du doigt l'aile ouest de l'hôtel qui avait été transformée en siège social de la fondation caritative nouvellement créée. Ils s'installèrent sur un banc face aux fenêtres où l'on apercevait Camille en pleine réunion avec les architectes. Depuis qu'elle avait officiellement rejoint l'empire familial comme codirectrice des affaires sociales, elle s'était révélée avoir un talent naturel pour les négociations et une vision humaniste qui manquait cruellement aux entreprises Moreau. Elle ressemble à sa mère, murmura Claude, les larmes aux yeux. Madeleine aurait été fière. Papa, arrêtez de vous torturer, vous ne pouvez pas changer le passé. Mais je peux réparer l'avenir. Claude sortit de sa poche un document légal, le Nouveau Testament qu'il avait fait rédiger dès sa sortie de l'hôpital, établissant l'égalité parfaite entre ses 2 filles et reconnaissant officiellement Camille comme son enfant légitime, et l'autre chose. Élise sourit. Maître Durand a confirmé ce matin. Grâce aux enregistrements d'Étienne, le procès d'Isabelle devrait s'ouvrir le mois prochain. Tentative de meurtre, complicité d'assassinat. Elle risque 20 ans. Le procès avait fait sensation dans la presse parisienne. L'aristocrate Isabelle Fontaine-Moreau, accusée d'avoir commandité l'assassinat de sa belle-fille et d'une innocente jeune femme pour préserver sa fortune, Étienne Caron, en échange de sa coopération avec la justice, avait fourni toutes les preuves nécessaires, y compris les enregistrements accablants de leur conversation. 20 ans, ce n'est pas assez, grogna Claude. Papa, laissez la justice faire son travail. Nous devons nous concentrer sur l'avenir. Dans le bureau, Camille terminait sa réunion avec les représentants des syndicats hôteliers depuis 3 mois. Elle révolutionnait les pratiques de l'empire Moreau, augmentation des salaires, amélioration des conditions de travail, création d'une crèche d'entreprise, formation continue pour tous les employés, les chiffres sont formels, expliquait-elle aux architectes. Quand les employés se sentent respectés et valorisés, la productivité augmente de 40%. C'est bon pour eux, c'est bon pour nous. Un petit coup à la porte interrompit la réunion. Chloé passa sa tête bouclée par l'entrebâillement. « Maman, je peux entrer ?»« Bien sûr, ma puce. » L'enfant de 8 ans s'était parfaitement adapté à sa nouvelle vie. Elle fréquentait maintenant l'un des meilleurs établissements privés de Paris, mais avait gardé sa simplicité et sa spontanéité. Elle portait son uniforme d'écolière avec la même désinvolture qu'elle avait porté ses vieux vêtements de Belleville. « Grand-papa Claude veut te voir. Il dit que c'est important. » Camille sourit en entendant Chloé appeler Claude « grand-papa ». La relation entre l'enfant et son grand-père s'était développée naturellement, Chloé comblant un vide que Claude n'avait jamais su qu'il ressentait. « Messieurs, nous reprendrons cette réunion demain », déclara Camille en refermant ses dossiers. Le trio se retrouva dans le grand salon de l'hôtel. Transformé pour l'occasion en salon familial privé, Claude était assis dans son fauteuil roulant. Il préférait encore ce moyen de locomotion pour les longues conversations, entouré de ses 2 filles et de sa petite-fille. « J'ai quelque chose à vous dire », commença-t-il laborieusement. « Ces derniers mois ont été les plus beaux de ma vie. » Élise et Camille échangèrent un regard attendri. Malgré ses difficultés d'élocution, Claude exprimait ses émotions avec une sincérité qu'il n'avait jamais montrée auparavant. « Papa, nous le savons », murmura Élise. « Non, vous ne comprenez pas. » Claude fouilla dans sa poche et en sortit 2 écrins en velours. « Vos pendentifs, je les avais fait faire par
culpabilité, pour égaliser ce que j'avais séparé. Il ouvrit les écrins, révélant 2 nouveaux pendentifs. Cette fois, ce n'étaient que plus des cœurs en rubis, mais 2 moitiés d'un même médaillon en or, chacune gravée de mots qui se complétaient. Sœur sur l'une, éternelle sur l'autre. Maintenant, vous êtes vraiment réunis. Camille sentit les larmes couler sur ses joues. Papa, c'est magnifique. Grand-papa, moi aussi j'en veux un, protesta Chloé. Claude éclata de rire. Le premier vrai rire qu'il se permettait depuis des mois. Pour toi, ma petite princesse, j'ai autre chose. Il sortit un 3e écrin, plus petit, à l'intérieur. Un délicat bracelet en or portait une petite plaque gravée. Chloé Moreau, fierté de son grand-père. Moreau, s'étonna l'enfant. Si ta maman est d'accord, tu peux porter notre nom. Camille hocha la tête, émue. Bien sûr qu'elle peut. Le soir venu, alors que Chloé dormait dans sa nouvelle chambre de l'appartement familial au-dessus de l'hôtel, les 2 sœurs se retrouvèrent sur la terrasse, observant Paris qui scintillait sous elles. « Vous savez ce qui m'étonne le plus ?» dit Camille en sirotant un verre de champagne. « Quoi donc ? À quel point tout ça me semble naturel maintenant, comme si nous avions toujours été ensemble. » Élise sourit. « Les vraies sœurs se reconnaissent, peu importe le temps qui les sépare. Et notre projet pour l'hôtel, vous pensez vraiment que ça va marcher ? J'en suis certaine. Un palace qui reverse tous ses bénéfices à des œuvres caritatives, qui emploie exclusivement des personnes en réinsertion, qui forment des jeunes défavorisés au métier de l'hôtellerie, c'est révolutionnaire. Papa aurait pu faire ça il y a des années. Papa n'était pas prêt. Il lui fallait perdre l'usage de la parole pour apprendre à écouter. Elles restèrent silencieuses un moment, contemplant la beauté de la ville qui s'étendait à leurs pieds. « Élise, reprit Camille, vous ne regrettez jamais cette vie de luxe insouciant que vous aviez avant. Vous plaisantez ?» Élise éclata de rire. « Chloé qui m'appelle tante Élise, vous qui me racontez vos histoires d'enfance, papa qui fait des efforts surhumains pour rattraper le temps perdu, non, je n'ai aucun regret. Même pas pour Isabelle. » Le visage d'Élise s'assombrit légèrement. Isabelle a fait son choix, elle a préféré l'argent à l'amour, elle a voulu nous tuer pour préserver sa fortune. Elle vous a élevé pendant 27 ans. Oui, et je lui en serai toujours reconnaissante. Mais l'amour véritable ne commande pas de meurtre. 6 mois plus tard, le procès d'Isabelle Fontaine-Moreau s'achevait par une condamnation à 15 ans de réclusion criminelle. Elle avait refusé de voir Élise pendant toute la procédure. Préférant maintenir sa version selon laquelle elle avait agi pour protéger l'honneur familial, Étienne Caron, lui, avait été condamné à 8 ans avec sursis en échange de sa coopération. Il avait quitté la France immédiatement après le procès, emportant avec lui la honte d'avoir failli tuer une enfant innocente. L'hôtel Espoir Royal était devenu une référence en matière d'hôtellerie sociale. Les réservations affluaient du monde entier, les clients attirés autant par le luxe des prestations que par l'éthique de l'établissement. Camille avait développé un réseau de partenariats avec des associations caritatives, et chaque chambre occupée permettait de financer un repas pour un sans-abri, une formation pour un chômeur, une bourse d'études pour un enfant défavorisé. Claude, malgré ses séquelles, présidait chaque matin la réunion de direction, veillant à ce que les valeurs familiales nouvellement adoptées soient respectées. Il avait également créé une fondation portant le nom de Madeleine Dubois, dédiée à l'aide aux mères célibataires en difficulté, 1 an jour pour jour après leur première rencontre. Élise et Camille se tenaient côte à côte dans le hall de l'hôtel, accueillant les invités de l'inauguration officielle de la fondation Madeleine Dubois. Chloé, maintenant âgée de 9 ans, distribuait des fleurs aux invités avec la grâce naturelle d'une vraie petite Moreau. « Mesdames et messieurs », déclara Claude dans son discours d'inauguration, sa diction maintenant presque parfaitement rétablie, cette fondation représente plus qu'une œuvre caritative. Elle représente la victoire de l'amour sur l'égoïsme, de la famille sur l'argent, de la vérité sur le mensonge. Il regarda ses 2 filles, debout côte à côte, leurs nouveaux pendentifs brillant à leur cou. « Mes filles m'ont appris qu'il n'est jamais trop tard pour bien agir, que l'amour véritable ne connaît pas les barrières sociales, et que la famille ne se choisit pas toujours, mais qu'elle se reconnaît toujours. » Dans l'assistance, pas un œil n'était sec,
l'histoire des sœurs Moreau avait ému tout Paris, devenant le symbole d'une réconciliation possible entre les classes sociales. Chloé monta sur l'estrade et prit le microphone avec l'assurance d'une enfant qui avait grandi entourée d'amour. Moi, je voudrais dire merci à grand-papa Claude d'avoir retrouvé maman et tante Élise. Grâce à lui, maintenant j'ai la plus belle famille du monde. Et maman dit que grand-maman Madeleine, du ciel, elle nous regarde et elle sourit. Les applaudissements éclatèrent. Nourris et chaleureux, dans le ciel parisien, un rayon de soleil perça les nuages, illuminant les visages des 3 générations de femmes, Moreau enfin réunies. Les pendentifs de la séparation étaient devenus les symboles de l'union éternelle. L'amour avait triomphé de toutes les épreuves, prouvant une fois de plus que les liens du sang et du cœur sont plus forts que tous les mensonges du monde.